Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour ce 22e numéro d'Intersaison, le podcast de la revue Saison. 4 séries au programme aujourd'hui, 3 séries américaines et une série britannique qui, toutes à leur façon, filment des univers professionnels prenants, oppressants ou tout simplement fous. J'isole un peu la série Adolescence qui évoque le parcours d'un adolescent meurtrier entre sa famille et les institutions qui le prennent en charge, mais où on voit nombre de professionnels, dont une psy, dans le fameux 3e épisode. The Bear poursuit sur la volonté de devenir étoilé de Carmy Berzato. Severance continue d'explorer ce que notre métier nous fait, entre autres mystères. Et enfin, The Studio raconte l'activité compliquée de producteurs de films, au temps des séries et dans l'atmosphère électrique de Hollywood. J'ai le plaisir d'être accompagné pour cette émission par une saisonnière et 2 saisonniers. Benjamin Campion, journaliste et enseignant en cinéma, membre de la rédaction de Saison, dernier livre paru, Histoire sexuelle des séries américaines sorti chez Leitmotiv et plein d'articles dans Saison. Bonjour Benjamin. Bonjour Emmanuel. Benjamin Faux est avec nous aussi, journaliste au Point Pop, également membre de la rédaction de la revue et co-auteur du Dictionnaire des séries aux éditions Philippe Ray. Bonjour Benjamin. Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde. Valérie Laval, qui est désormais une habituée, productrice et directrice artistique chez Certis Productions et réalisatrice de plusieurs documentaires. Bonjour Valérie. Bonjour Emmanuel. Alors on commence avec The Bear, 4e saison, série FX disponible sur Disney+, avec au fourneau Christopher Storer qui réalise 9 épisodes sur les 10 de cette nouvelle saison et en salle, l'ours attendrissant Jeremy Allen White. La série continue de filmer le travail et surtout les relations familiales dans le milieu de la restauration. Alors on va voir combien d'étoiles obtient cette nouvelle saison. Benjamin, Faux, peut-être... en préparant l'émission, on se disait est-ce que c'est tout à fait une série sur la restauration ou c'est une série qui, sous couvert d'être en cuisine, parle de complètement autre chose ou en tout cas, a aussi un propos un peu différent. Le propos de fond, en fait, on le voit de plus en plus après saison. Pour moi, c'est une fausse série sur la restauration. Hein. C'est une série certes qui se passe dans le contexte professionnel de la restauration, mais malgré toutes les flopées d'articles où on voit des chefs juger le réalisme de The Bear, etc. Pour moi, c'est une série sur la famille et c'est une série sur le deuil, point final. Après, ça se passe effectivement dans un contexte professionnel, mais ça montre bien que, effectivement, si on a des difficultés à communiquer en famille, on en a aussi à communiquer au travail, que du coup tout est beaucoup plus compliqué, parce que c'est ça en fait, hein, The Bear, c'est des gens qui se compliquent la vie au quotidien dans leur travail et dans leur famille parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer les choses, pour plein de raisons. Et pour le coup, c'est une très très belle série, mais pour moi c'est une série familiale, c'est pas vraiment une série vraiment sur la restauration. Il y a des beaux passages, effectivement il y a des métaphores filées sur par exemple, sur le care, en gros, la façon de se préoccuper des gens, le soin, ouais. Le soin que représente effectivement le fait de faire à manger, etc. Il y a des beaux passages, mais pour moi c'est une série sur la famille avant tout. Et j'en veux juste pour preuve pour moi les 2 plus belles scènes de la saison 4. Ces 2 scènes qui auraient pu se passer quel que soit le travail du protagoniste. C'est effectivement toute la scène qui se passe sous la table du mariage. Il y a un regroupement familial qui se crée sous une table de mariage vers le milieu de la saison, et il y a évidemment la confrontation vers la fin de la saison entre le protagoniste, le chef Carmy, et sa mère, interprétée par Jamie Lee Curtis. Et cette scène, on peut la transposer avec d'autres activités. Donc, et c'est les deux scènes qui m'ont le plus marqué. Mmh. Mais ça reste effectivement un drama. Alors oui, il y a ça aussi. Tiens, j'en profite. Pour moi, c'est un drama. Hein. Ça dure une demi-heure, mais c'est un drama aussi. Hein. C'est pas une comédie. The Bear, il y a quelques sourires, mais c'est pas fait pour ça. C'est un peu étrange d'ailleurs que ce soit présenté tous les ans. C'est présenté comme comédie, et du coup, ça a eu des prix meilleure comédie, etc. dans le passé. Pour moi, c'est pas la place de cette série. Oui, le format a été trompeur et peut-être les interprètes. Voilà. Quand on a une demi-heure, c'est pas un drama. Aux USA, en tout cas, on ne considère pas comme drama le format d'une demi-heure. Benjamin Campion,
Ça oui, il y a eu beaucoup de polémiques sur ce sujet, mais c'est la tradition qui se perpétue et qui a du mal à s'adapter à l'évolution des formats, justement parce que traditionnellement la comédie c'est 30 minutes et le drama c'est 60 minutes, et là la série est un drama au format d'une comédie. Et du coup, les remises de prix s'y perdent parce que ce critère de la durée n'est plus opératoire. Donc effectivement, ça paraît un petit peu saugrenu. La série est assez sombre, hein, effectivement assez intense, assez tendu. Moi, je suis un petit peu en désaccord avec Benjamin. Ça commence parce que je trouve que quand même, oui, si c'est une série sur la restauration, mais ce n'est pas que ça. Il faudrait plutôt le dire comme ça, parce que sinon, on pourrait dire que Urgence, c'est pas une série médicale, parce qu'il y a aussi tout ce qui est à côté, tout le côté familial, les relations intimes, les affaires de parentalité, etc. Mais je dirais que The Bear, c'est justement une série qui est dense, riche, parce qu'elle est plusieurs choses à la fois. Et du coup, moi, je trouve que la restauration, elle est quand même très présente. Mais il faut prendre le mot restauration au double sens. C'est la restauration, la cuisine, le métier, et puis c'est la restauration des personnages qui sont des êtres blessés, des bêtes blessées, qui cherchent à se reconstruire, à se réparer. Mais je trouve que la cuisine, elle est quand même très présente. Moi, j'avais en tête une scène qui finissait la saison d'avant, la saison 3, où on voyait un chef un chef assez âgé, qui était très compatissant, très doux, et qui vraiment conseillait le héros. Et là, dans cette saison, on le retrouve face à une sorte d'antagoniste, un chef qui l'a martyrisé, qui lui est vraiment sur la méthode dure, la main de fer pour vraiment pousser à bout et jusqu'à l'extrémité ses cuisiniers. Donc il y a ça, il y a celui qui crée des pâtisseries, il y a la refonte des menus, toute la question du financement, des trous dans la caisse, du grand frère qui a disparu et qui avait des affaires louches et qui a remis dans les mains du petit frère ce restaurant. Le fait qu'au départ, ce soit une sandwicherie un petit peu bas de gamme et qui soit transformé en restaurant plus huppé. À un moment, on voit un critique culinaire qui visite de façon incognito le restaurant, enfin qui mange de façon incognito au restaurant et qui est séduit, vraiment touché par l'atmosphère qui se dégage de ce restaurant. Donc là-dessus, moi je suis pas d'accord avec Benjamin. Je trouve que c'est une grande série de restauration. Les plans de cuisine sont montrés de façon très très léchée, et ça en France, on a essayé de faire ce genre de choses. On n'y est pas tout à fait. Vraiment, on la sent la cuisine. On a envie de la goûter. Voilà. Et puis moi, alors les scènes, effectivement, il y en aurait beaucoup à ressortir, mais celle, et c'est un petit peu le défaut que je trouve à cette série, que j'aime beaucoup par ailleurs, la scène avec la mère, donc jouée par Jamie Lee Curtis. Là, je trouve que la série pousse, mais vraiment à l'extrême et trop loin, le pathos. Et c'est une série qui est un peu à la limite, qui est sur une ligne de crête très longtemps, et je trouve que c'est très bien senti, parce qu'elle évite la mélancolie trop prononcée, le pathos, mais alors là, par moments, elle y sombre, et ça, je dirais que c'est le côté assez décevant de cette série dans la durée. Valérie Laval, sur The Bear. Oui, je voulais rebondir sur la manière dont est filmé effectivement les mets préparés en cuisine. Cette cuisine qui est l'antichambre de leurs émotions, en fait, et de leur névrose. Je trouve effectivement que c'est filmé de manière excessivement sensuelle, presque comme des scènes d'amour, en fait. Et ça contraste avec la manière dont sont filmés les protagonistes. Souvent en caméra portée dans les saisons précédentes, beaucoup moins dans celle-là. La caméra est beaucoup plus posée. On a des plans plus d'ensemble. Donc, on sent qu'en fait, on arrive dans la saison des résolutions pour chacun des protagonistes. D'ailleurs, on a bien à chaque fois chacun des protagonistes qui va suivre sa ligne. Donc, il y a une espèce d'adversité dans la solidarité, en fait. C'est une série chorale, mais là, je trouve que la réalisation se pose tout en étant aussi alerte que dans les saisons précédentes, parce que concrètement et métaphoriquement, il y a un compte à rebours qui leur est mis par leur financier, qui fait partie de la famille, qui est vraiment présent, en fait, avec des chiffres qui défilent. Mais il y a ce côté compte à rebours concret, financier, mais aussi émotionnel pour chacun des personnages. Il va falloir qu'ils avancent, il va falloir qu'ils deviennent adultes
Et en fait, ce lieu va les aider, en fait, et notamment le contraste salle-cuisine qui est très, très bien montré, en fait, dans cette saison. La manière dont c'est filmé, dont les personnages sont accompagnés. Je trouve que c'est très, très léché et presque plus que dans les saisons précédentes. Il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la tension est là, mais en fait, elle n'est pas vécue de la même manière pour les protagonistes et nous spectateurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est quelque chose de très différent par rapport aux autres saisons. Benjamin Faux sur Valérie disait caméra posée plutôt cette fois-ci que caméra portée, et on a pu aussi trouver que la série devenait un petit peu sage, ou qu'en tout cas elle manquait peut-être, cette saison, qu'elle manquait peut-être un peu de l'énergie des précédentes saisons. Mais en tout cas, la 4e saison qui est de cette année, en tout cas, a essayé de remettre vraiment de l'attention qui s'était perdue pour le coup vraiment en saison 3, il me semble. Pour moi, la tension était un peu partie. En fait, on avait quitté pas le fast-food, mais la sandwicherie du premier épisode pour arriver dans le décor beaucoup plus froid, beaucoup plus silencieux, beaucoup plus calme en apparence, en tout cas du gastronomique. Et même la BO avait beaucoup changé. On était passé d'une BO très dynamique, très rock en première saison, à une saison 2 ou 3 où il y avait énormément de musique classique, par exemple, très belle, mais ça changeait vraiment d'ambiance. Et moi, j'avais perdu une tension et un enthousiasme. La 4e saison essaye vraiment de remettre un peu dans les clous, hein, effectivement, de remettre un peu de tension. On peut se demander pourquoi ça va si mal au début, quand ah bah tiens, en fait, on n'a plus d'argent. On n'a plus que tant de jours pour ça. Bah oui, c'est un peu voilà, c'est pas très. Enfin, oui, on comprend que c'est pour faire tenir la saison, et que la saison 3 avait un peu raté ça, raté son fil rouge en fait. Et là, il fallait un fil rouge, voilà, il fallait une bonne vieille horloge qui fait tic-tac. Et du coup, c'est à son avantage. Hein, la saison est plus convaincante que la précédente, par exemple. Ouais. Mais voilà. Mais je crois que c'est aussi une façon. Ça garde aussi des pratiques de prendre beaucoup de temps sur certains personnages, et ça reste très bien. Alors c'est justement ce que voulait nous dire Benjamin Campion, c'est-à-dire voilà la tension ou le choix alternatif entre une série chorale mais qui prend le temps d'aller quand même. Alors c'est aussi la tendance des séries, hein, mais d'accorder beaucoup de temps à chaque personnage. Bah oui, c'est ça, c'est une série qui est assez paradoxale, assez composite, parce qu'on a dit les épisodes durent en général moins d'une demi-heure, même s'il y en a certains qui peuvent être beaucoup plus longs, donc c'est une durée assez en accordéon, hein. Les séries maintenant sont assez flexibles, même si là c'est une série de FX, mais FX sur Hulu, donc c'est sur la plateforme de streaming où ça offre cette malléabilité. Et donc comme l'ont dit mes camarades, moi je trouve ça un petit peu artificiel en fait, la tension qui est instaurée par le compte à rebours, et ce compte à rebours qui s'affiche à l'écran, comme vous l'avez dit. Je trouve que c'est un petit peu forcé. C'est-à-dire qu'on a besoin d'afficher, et très régulièrement, la mise en scène y revient pour rappeler ce compte à rebours, et jusqu'à la fin et jusqu'au plan final, qui est très programmatique, parce que là, on arrive sur la fin du compte à rebours. Donc, c'est quand même annoncé dès le premier épisode. Mais c'est vrai que moi, à contrario, ce que j'aime beaucoup, c'est que la série donc est chorale, on l'a dit, il y a beaucoup de personnages, et chacun a son intrigue, son arc narratif. Donc là, notamment, Sydney, on se demande dans la saison 4 si elle va partir à la concurrence pour un homme qui lance un nouveau restaurant, et là on lui donnerait des fonctions plus élevées et un salaire aussi qui irait avec, et donc ça serait une belle promotion. Et donc elle hésite. Bon, je dirais pas ce qu'il en ressort, mais donc ça c'est son arc narratif à elle sur la saison. Mais après, moi ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que la série et ça c'est aussi l'histoire, la tradition de la télévision, c'est qu'elle organise des épisodes, comme on dit, caractère-centric, donc centrés sur un personnage. Et là aussi, je pense qu'il y a un épisode qui m'a beaucoup plu, c'est le 4e, qui s'appelle Worms, qui est centré sur Sydney. Et Sydney qui, tout à coup,
sort un petit peu du restaurant et on la voit dans sa vie privée, dans son intimité, et elle se retrouve à échanger avec une jeune fille qui elle visite sa cousine qui s'appelle Chantelle, et puis elle se retrouve à dialoguer, à échanger avec sa fille qui a 11 ans, parce qu'elle voit que la mère éduque sa fille vraiment, elle est à distance, elle n'arrive pas à vraiment se connecter avec elle, et Sydney commence à cuisiner, puis par la cuisine, parce que justement j'en reviens au fait que c'est quand même une série sur la cuisine, parce que par la cuisine, c'est un moment de partage avec une petite fille, c'est comme si elle cuisinait avec sa propre fille, et ça crée un moment très doux d'intimité, et la fille qui est un peu dans ses smartphones et tout ça, comme les ados qu'on présente habituellement, tout à coup elle se met à refaire de l'humain, quoi, à refaire du lien social, et il y a quelque chose qui se crée vraiment entre elles de très très fort, qui résonne en fait avec les choix les décisions que doit prendre Sydney dans sa vie professionnelle, et qui résonne du coup avec la partie professionnelle, le restaurant, la partie cuisine. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Ça, c'est très urgence, quoi. C'est vraiment l'intime qui résonne avec le professionnel. Je me souviens quand Carter perd sa fille et qui pousse après pour opérer une mère de famille qui risque de mourir parce que ça fait écho à sa propre situation et que lui il veut absolument pousser. Vous voyez, c'est des échos entre l'intime et le professionnel qui étaient très forts dans Urgence. Et moi, j'arrête pas de penser à Urgence quand je regarde Bear, parce que ça se passe à Chicago, il y a cette vitalité, il y a cette énergie, il y a le métro qui passe, il y a tout ce qu'on avait aimé dans cette série formidable qui était Urgence. Valérie. Je voulais juste rajouter un mot. D'ailleurs, la manière dont s'ouvre chacun des épisodes, c'est sur des plans de la ville de Chicago. Donc, en fait, c'est vraiment des plans d'ensemble pour nous immerger en fait dans cet univers, et progressivement, ça va se resserrer sur les personnages et sur ce restaurant. On va continuer de parler d'humains, ou en tout cas de gens qui cherchent leur humanité, avec Severance, saison 2, série Apple de Dan Erickson, produite par Ben Stiller, qui réalise 5 épisodes sur 10. Plusieurs actrices et acteurs ont raflé un Emmy Award tout récemment. On retrouve d'ailleurs le casting initial, dont l'excellente Adam Scott, qui rempile entre les murs blancs de l'entreprise Lumon, où les choses évoluent, mais pas tant que ça. Alors, Benjamin Faux, peut-être pour commencer avec toi, voilà, l'univers maintenant est très familier. Il y a eu un happening à la gare de New York, à Central Station, avec les acteurs qui se sont mis dans leur cube. Bon, tout ça est très très identifié en termes de design. Bon, voilà, sur ça, Apple a vraiment posé quelque chose. Mais l'enjeu, c'est comment écrire une deuxième saison sans se répéter. Alors c'est évidemment le problème de toutes les séries, mais là, eu égard à l'univers qui est présenté et au nombre de personnages, il y avait peut-être un défi en tout cas sur cette saison 2 qui était très attendu. Moi j'ai été assez surpris des critiques et du public sur cette saison 2 qui a été beaucoup plus fraîchement accueillie que la première. Et notamment, j'ai souvent entendu que ça n'avançait pas et qu'on n'apprenait rien et que la série faisait du surplace. C'était la critique la plus fréquemment émise. Bon, moi, ça m'a beaucoup surpris parce que j'ai adoré la saison 2 comme j'ai adoré la saison 1. C'est un peu une de mes séries de cœur de cette année avec The Pitt et Andor. Donc, je suis prêt à la défendre, mais je reconnais que c'était une saison très compliquée parce que c'était une série qui se base sur un concept extrêmement fort, un concept de SF, la dissociation, la sévrance, et un univers mystérieux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose il y a un mystère à découvrir. Donc c'est quasiment une sorte de Lost. C'est aussi il y a un mystère aussi puissant dans la narration que pour Lost. Il faut vraiment qu'on ait des réponses à un moment ou à un autre, quoi. Et effectivement, une première saison, c'est facile parce que c'est très, ça intéresse tout de suite, c'est simple à saisir, on est tout de suite pris dedans, tout est passionnant, mais après, il faut enchaîner. Et il faut raconter une histoire. Et il faut suivre les personnages, et il faut répondre à des questions, certaines questions, on peut commencer à avancer des réponses, on peut commencer à poser d'autres questions, faut avancer vraiment, faut construire une histoire à partir de ce début et de cet univers. Et peut-être que la saison 2 là-dessus est moins bien réussie que la première. Le développement est moins bien réussi que l'introduction, en gros. Mais c'est souvent le cas pour les séries qui ont un concept aussi fort et aussi marquant.
Et je voudrais si je suis un peu long, vous me coupez, hein, parce que du coup, je peux parler pendant des heures de Sévérance. Mais c'est une série qui marche pour moi, qui marche à deux niveaux. Et il y a une porte d'entrée qui est la porte d'entrée de la dystopie et de la porte d'entrée du rapport au monde du travail, qui est un rapport qui est vraiment un parallèle avec notre monde. C'est le plus évident qu'on entre dans la série. Elle porte une critique du monde du travail moderne, elle porte la critique de la déshumanisation des bullshit jobs, etc. Et c'est un message qu'on comprend très facilement, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Il y a une direction artistique qui est très radicale, mais très très bien faite, qui vraiment saute aux yeux et qui impose ça. Et c'est une idée que voilà, la saison 1 est parfaite pour ça. Parce que on comprend sans qu'on ait à nous l'expliquer. C'est le meilleur qu'on peut faire dans une fiction. Voilà. Et la saison 2 est plus bancale là-dessus, mais elle a quand même un point fort, une idée forte pour moi, qui était de déplacer le centre du récit des employés de base, parce que ça a été traité dans dans la première saison. Ça se déplace vers le middle management, c'est-à-dire les personnages de Milchik et de Kobel. Et d'un coup, on a aussi la dimension de souffrance de ces supérieurs. Donc, on a le mépris, on voit bien le mépris dans le management supérieur les écrase. On comprend en même temps la façon dont ils acceptent les normes, comment ils acceptent la hiérarchie, en tout cas jusqu'à un certain point, parce que forcément, ça craquelle. On est dans une histoire, hein, ça évolue, ça craquelle. Et pour moi, c'était une bonne manière de rebondir sur cette métaphore, ce rapport avec le monde du travail. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite dans la troisième saison. C'est un peu mon souci. Mon souci pour Sévérance, c'est la saison 3. Hein. Et le deuxième niveau, je vais aller assez vite, c'est le mystère, parce qu'il y a un mystère dans Sévérance. C'est le mystère, c'est qu'est-ce que c'est que ce monde, qu'est-ce que c'est que cette société, quel est le but, à quoi sert le travail des inters, pourquoi on a eu besoin d'inventer la Sévérance, qu'est-ce qu'il y a derrière l'Human Industries, tout ça. Et là, moi, j'ai souvent entendu qu'on n'apprenait rien, et moi, j'ai l'impression qu'on apprend tout dans cette saison 2. C'est-à-dire, moi, j'arrive à la fin de la saison, j'ai toutes les réponses que je voulais. Alors, on nous le dit pas, on le formule pas, mais on le voit. Cold Harbor, on nous le montre pendant le process Cold Harbor, c'est très mystérieux, mais on nous le montre quand même à l'image pendant un épisode entier. Donc on voit bien ce qu'ils font et on voit bien pourquoi, on comprend bien pourquoi l'Human Industries à la fois croit faire le bien, mais avec de la pire des manières. Voilà. Et pour moi, j'arrive à la fin la fin qui se termine sur un cliffhanger avec des guillemets, parce que je peux m'arrêter là en fait. En tout cas en termes du mystère de l'histoire, j'ai mes réponses. Après, effectivement, les destins personnels des personnages sont encore suspendus. Mais j'ai quand même beaucoup de réponses et ça me fait un peu peur pour la saison 3 parce qu'il va falloir relancer des choses. Ouais, ça c'est le trauma de Lost. Hein. Il faut répondre à tous les mystères et boucler tous les arcs narratifs. Benjamin Campion, comment es-tu rentré dans cette deuxième saison de Severance ? Alors oui, c'est vrai que c'est une série qui est à high concept, comme on dit, donc à concept sophistiqué, comme l'a dit Benjamin, faux. Et du coup, oui, ça pose des enjeux très très élevés. Et alors la question, c'est comment on y retourne. Si je fais allusion à Lost, hein, we have to go back, donc il faut y retourner. Là, on a l'impression d'être sur une île, effectivement, dans les bureaux comme sur l'île de Lost. Hein. Et donc il y a toute cette relation entre l'intérieur et l'extérieur. C'est un mot qu'ils emploient, les innies, les out. Les inters et les exters, ça a été traduit comme ça dans les sous-titres. Et du coup, moi, ce qui m'a marqué, c'est notamment le premier épisode de la saison 2 où, à la fin, en fait, il y a toute une interrogation sur la reconstitution de l'équipe originelle des employés. Et en même temps, là, je trouve que c'est
oui, un petit peu aussi programmatique parce qu'on se doute bien qu'en fait cette équipe elle va être composée. Et la fin de l'épisode 1, c'est un retour finalement à ce qu'on avait précédemment, à nos 4 personnages qui sont dans ce carré de bureau au milieu de cette grande pièce, et on retrouve les héros de la saison précédente. Donc là, oui, je trouve qu'il y a un redémarrage qui est quand même une reprise, une réplique. Hein, c'est un petit peu redondant avec ce qu'on avait vu auparavant. Alors après, effectivement, moi, c'est une série que je trouve très très sophistiquée, très très inspirante en termes de design, de discours aussi sur le management, sur les métiers qui n'intéressent pas, etc. Donc toute cette thématique-là est extrêmement forte. Mais moi, j'ai une impression, si vous voulez, un peu d'élève brillant, mais il me manque ce truc en plus, ce vertige, cette intuition. Vous savez, on a des étudiants qui sont vraiment des très bons étudiants qui maîtrisent tous les codes, mais ils n'ont pas ce truc en plus qui fait qu'on se dit ah, là on tient quelque chose, on tient quelqu'un. Et du coup, moi, j'ai trouvé que la première saison était élevée un petit peu trop haut par rapport à ce que j'ai ressenti personnellement, d'où peut-être un accueil qui après va être plus frais, plus froid pour la saison 2. Moi, je trouve que ça reste de très bonne qualité, mais il faudrait peut-être nuancer un petit peu les discours, parce qu'il me semble pas que ça soit une série qui soit aussi haute, par exemple, que Lost dans les enjeux qu'elle aborde. Mais après, bon, il n'y a pas grand-chose à redire. Hein. L'interprétation est excellente. Adam Scott, c'est un acteur formidable. Ben Stiller réalise avec vraiment une personnalité, un style très personnel. La musique nous reste en tête. Elle est fascinante. Tout le travail de décor est excellent aussi. Les personnages secondaires sont fouillés, sont creusés, ils sont bien ménagés. Et après, il y a toute cette relation entre intérieur et extérieur qui est très intéressante. Et les personnages ont vraiment une dimension, une profondeur, une épaisseur psychologique que je trouve très riche. Donc c'est une série qui est qui propose énormément de choses. Mais oui, c'est difficile de tenir le cap de ce type de production. Et voilà, ça serait juste ma petite réserve. Valérie Laval, sur cette série, sur sa réalisation et sur aussi voilà cette manière de filmer des décors qui sont des épures minimalistes et dans lesquels il faut faire exister des personnages avec une vie, mais comme dans un bocal, en tout cas quand ils sont à l'intérieur de Lumon. Oui, il y a un peu 2 manières de filmer quand ils sont à l'intérieur de Lumon et quand ils sont à l'extérieur. À l'intérieur, ça peut faire parfois penser à des jeux vidéo. Il y a cette idée presque de nous, spectateurs, jouant avec ces personnages. Il y a des plans qui sont très posés quand ils sont dans leur carré, dans leur salle où il y a leurs ordinateurs. Donc, c'est beaucoup plus posé. Et dès qu'ils sont dans les couloirs, eux sont en mouvement, la caméra est en mouvement, joue avec différentes focales et ça nous crée tout de suite un effet claustrophobique très fort. Donc ça a existé dans la saison 1 et ça continue dans la saison 2. Effectivement, l'effet de surprise de la saison 1 est tellement fort au niveau de la direction artistique et de la réalisation. Forcément, dans la saison 2, on est habitué, on a les codes, on a les refs. Donc, cette immersion qui est complètement concrète et on est absolument à la place des personnages. Quand il y a cette dissociation qui se crée dans cet ascenseur, ils sont filmés face caméra, ils sont filmés en gros plan poitrine et on est eux, quoi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'utilisation de caméras subjectives aussi, de ce que voient en fait nos personnages. Moi, je trouve que c'est un peu comme The Bear, la dernière saison de The Bear. Il y a dans cette saison un côté résolution non aboutie. C'est ça qui est intéressant pour chacun des personnages. On va plus loin, on pousse le curseur. Et je suis d'accord avec Benjamin Faux. À la fin, moi, j'ai compris plein de choses. J'ai énormément de clés. Et donc, on se dit que la saison 3 sera forcément cette histoire d'amour avec l'épouse de Marc qui va réapparaître. Quels sont ces personnages mystérieux entre Milchick, Miss Young, etc. Qu'est-ce qu'ils vont jouer comme rôle? Son beau-frère, enfin... Il y a énormément de choses qui sont laissées en suspens et on se doute que ce sont des curseurs qui vont avancer. Je voudrais juste dire qu'il y a une scène qui est absolument géniale, qui utilise un procédé en fait vidéo très simple. C'est quand Marc se filme avec une petite caméra vidéo dans ce qu'on appelle son
en fait innie et outie, son inter et son outer, c'est-à-dire que quand il est en fait dedans et dehors, son inter et son exter. Et donc, cette petite caméra vidéo lui permet de s'auto-interviewer et de se parler à lui-même. Et ça, je trouve que c'est une idée de réalisation absolument géniale. Et ça va chercher quelque chose de très simple, qui est ce qu'on peut faire, nous, avec nos smartphones ou avec une petite caméra vidéo. Mais ça prend tout son sens par rapport à ce que raconte la série. Et cette série, pour moi, est très forte dans l'utilisation des différents outils de la grammaire cinématographique, des jeux vidéo. Il y a un effet secte quand même, aussi dans la manière dont c'est tourné. Et je trouve qu'elle utilise vraiment ces outils à son paroxysme. Benjamin, info sur cette scène-là, l'utilisation de la caméra pour dialoguer avec soi-même entre l'intériorité et l'extériorité physique et du personnage. Et oui, alors pour moi, c'est une scène essentielle de la saison. C'est une des plus belles scènes et c'est aussi une des scènes les plus fortes de la saison pour moi. Parce que j'ai eu l'impression que le fil rouge de la saison, c'était aussi de faire comprendre le paradoxe absolument atroce qui est à la base de la sévrance, et qui apparemment n'était pas assez clair de base dans la saison 1, c'est qu'il existe dans le même corps, il existe deux personnes parfaitement distinctes, qui ne font pas forcément les mêmes choix, et qui sont pourtant obligés de faire le même choix, puisqu'ils n'ont qu'un destin, ils n'ont qu'un corps. Et il y a des scènes très fortes qui marquent justement ce caractère tragique, le caractère totalement sans issue de l'altérité, parce que notamment justement dans cette scène où les deux Marc, l'inter et l'exter, se parlent, et où l'exter tente de convaincre l'inter de quelque chose d'assez inacceptable pour lui. Et l'idée était là depuis le début, mais là, pour le coup, elle est exploitée dramatiquement de manière très claire, parce qu'on ne peut plus se cacher derrière notre petit doigt, on est obligé de se rendre compte que celui qui accepte la sévrance est un meurtrier, en fait, pur et simple, puisqu'il accepte de donner la mort à un être distinct de lui, mais tout aussi vivant et doué de raison que lui. Alors c'est une façon un peu de se prendre pour Dieu, mais c'est une façon particulièrement médiocre de se prendre pour Dieu. Et voilà, et vraiment cette importance de l'altérité, le fait que bah voilà, j'ai quelque chose de Marc se rend compte d'un coup qu'il a quelque chose en lui de totalement inaccessible et inconnaissable. Et cette scène est extrêmement forte pour moi. C'est une des réussites de la saison. Merci beaucoup Benjamin Faux, ça nous fait la transition sur les questions d'identité, d'altérité et de responsabilité avec Adolescence, troisième série qui nous occupe aujourd'hui, donc mini-série britannique Netflix en 4 épisodes. Stephen Graham, acteur bien connu de nos services, et Jack Thorne, co-auteur notamment du 8e tome de Harry Potter, série qui a fait couler beaucoup d'encre à la fois par son sujet sur la brutalisation de la jeunesse via les réseaux sociaux et sur ses choix formels d'un plan séquence par épisode conduisant à des unités de lieux et de personnages plus ou moins marqués. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré qu'il fallait montrer cette série dans toutes les écoles du pays. Elle a été aussi récompensée aux Emmy. Meilleur acteur dans un second rôle pour le jeune Owen Cooper et meilleure mini-série, avec d'ailleurs un discours assez émouvant de Stephen Graham au moment de la remise. Je voudrais qu'on commence avec Valérie Laval, parce qu'il y a quand même, il y a des enjeux de réalisation qui sont très forts, avec du plan séquence. Et sont-ils tous absolument réels? Est-ce qu'il y a des coupes? Bon, c'est une vraie question. Il y a un plan au drone qui est assez inattendu à un moment. Voilà, donc je voulais quand même t'entendre sur ça. Alors effectivement, c'est un plan séquence par épisode. Donc il s'est tourné en temps réel. Pour chaque épisode, ils ont fait 2 très longues prises, forcément, qui durent le temps de l'épisode. Il faut savoir que donc il y a différents lieux et le commissariat a été recréé en studio. Par contre, la maison de la famille Miller et le collège étaient près en fait du studio où était recréé le commissariat. Donc, ils se sont réellement déplacés, c'est-à-dire que tout est en temps réel. Et c'est ce qui fait l'intérêt formel de cette série, c'est-à-dire que c'est une série où on commence par un choc, une sidération pour nous spectateurs comme pour les personnages de la série, et le fait qu'on les suive pas à pas en mouvement et sans qu'on analyse. Il y a plein de gens certainement qui n'ont pas analysé que cette série était tournée en séquence. Ça nous met complètement dans la peau de ce personnage qui se fait arrêter et dans la peau de sa famille qui va subir en fait, c'est-à-dire qu'on subit
On est vraiment, c'est comme si on se recevait un gros bloc en fait, et on ne sait pas quoi faire de ce bloc, mais on est obligé d'avancer avec ce bloc. Donc on titube comme la caméra qui bouge forcément en permanence, qui s'assoit quand les protagonistes s'assoient. Donc il faut savoir que pour chaque épisode, il y a eu 3 semaines de répétition où ils ont vraiment tout en fait fait, scène après scène. Donc c'est assez énorme. L'enjeu technique est de taille. La prise unique a un effet de réalité instantanée. Ça nous crée comme une agression, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le sujet parle d'une agression, on va dire d'un personnage sur un autre personnage, mais parle bien sûr d'un angle plus large de notre société aujourd'hui et des problèmes des réseaux sociaux et des adolescents et la manière dont ils vivent tout ça. Et donc il y a vraiment une adéquation forme-fond qui est comme une bombe à retardement, quoi. Il y a quelque chose de très très fort et surtout de très pertinent et très intelligent. Benjamin Campion. Bah ouais, non, je suis d'accord avec Valérie. En fait, moi, ce que je regrettais un peu avec Severance, c'est que je trouvais que la forme supplantait un petit peu le fond. C'est-à-dire que je trouvais que c'était au-dessus, finalement, de ce que la série avait foncièrement à dire. Je trouve que dans Adolescence, vraiment, il y a une adéquation entre les deux qui est absolument fascinante, parce que le plan séquence, il est pas là juste pour faire beau. C'est pas juste une prouesse technique. C'est une manière vraiment de nous immerger dans la fiction et d'accompagner les personnages, donc d'un point A à un point B et dans la durée. Mais ce que fait la série, c'est en ça que c'est une vraie série, mini-série, mais série malgré tout, Adolescence, 4 épisodes, c'est que chaque épisode change d'énonciation, change de point de vue, et du coup, la caméra suit le gamin qui se fait arrêter au début, et les parents qui sont évidemment inquiets, mais ensuite on s'intéresse aussi à d'autres personnages, aux enquêteurs, aux policiers qui travaillent sur cette enquête. À un moment, donc il y a une psychologue qui va s'entretenir avec l'enfant pendant quasiment tout l'épisode, et puis un épisode d'avant, on passe aussi dans le collège où on voit les camarades de classe, certains qui sont opposés à ce qui s'est passé, d'autres qui sont dans la confidence, les assistants sociaux, les enseignants, donc tout ce corps professionnel, tout cet environnement qui encadre l'enfant accusé d'avoir tué une camarade de classe. Donc vraiment, le plan séquence, il est lié à un changement de point de vue à chaque épisode qui fait que Adolescence, la série porte bien son nom. C'est pas simplement sur un adolescent, c'est sur l'adolescence. Et du coup, avec tout ce qui l'englobe, et du coup, c'est une série plutôt sur un phénomène de société, une déviance, on va dire, un problème lié aux réseaux sociaux. Et en plus, c'est bien expliqué dans la série, les codes, le cyberharcèlement, la manosphère, donc la sphère masculiniste, les incels, donc les célibataires involontaires. Toute cette nomenclature-là, ce vocabulaire, il est aussi explicité, mais de façon assez subtile, sans que ça soit un cours, sans que ça soit didactique. Et du coup, la série vraiment nous immerge dans ce sujet. Et en plus, ce que je trouve pertinent, c'est que la caméra, par moment, décroche d'un personnage pour en suivre un autre. Et donc, deux personnages qui se croisent, la caméra va se désintéresser de l'un pour suivre l'autre et ensuite potentiellement revenir. Donc il y a des mouvements de décrochage qui fait qu'on n'est pas accroché tout le temps au même personnage, on suit les déambulations des uns et des autres. Et donc ça nous plonge dedans, en même temps ça nous en ressort parfois. Et j'ajouterais que la série est extrêmement précise dans la procédure d'enregistrement dans le système, comme on dit, de cet enfant. Parce que chaque acte est décomposé. Il faut lui donner un solicitor, il faut lui donner un commis d'office, quelqu'un qui va l'aider. Faut renseigner les parents. La prise ensuite d'empreintes, de salive. Il faut que l'enfant se déshabille, auquel cas il va se tourner pour ne pas montrer ses parties intimes. Donc toute cette procédure-là, on a vraiment l'impression de la suivre et d'être dedans parce que c'est extrêmement réaliste, ça me paraît extrêmement proche de la réalité, en tout cas extrêmement documenté. Donc voilà, c'est une série oui, qui pour le coup il me semble pertinent de la recommander dans un cadre scolaire et en France aussi. Elisabeth Borne également poussé à ce que certaines séquences de la série soient diffusées en collège. Puis nous, on le fait à l'université. De toute façon, on n'a pas besoin d'Elisabeth Borne pour nous le dire. Mais effectivement, c'est une série, moi, que je n'hésiterai pas à utiliser dans le cadre de mes cours parce qu'elle est très parlante sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau de donc l'adolescence au sens large.
Alors Benjamin Faux, on peut aller aussi un peu sur le fond, au-delà du dispositif de filmage. Et ce qui toi t'a frappé, c'est au fond le choix d'un point de vue très axé autour du jeune criminel et autour de sa famille, peut-être même d'ailleurs au détriment de la victime, alors que c'est une histoire de féminicide, c'est pas complètement elle qui est centrale, c'est les effets du meurtre et de tout ce que ça va déclencher, parce que ça commence d'ailleurs avec l'arrestation. Donc sur la question du point de vue adopté, du regard adopté, c'est vraiment un regard presque policier et institutionnel sur ce jeune adolescent. Oui, bah d'abord, je dois quand même juste répéter que effectivement c'est une série extraordinairement bien réalisée et bien fabriquée, sur un sujet bien traité et un sujet extrêmement important. Et effectivement, j'imagine si je sortais une mini-série cette année et que je voyais arriver à l'adolescence, quel que soit tout l'amour et le talent que j'ai mis dans ma mini-série, je faisais ok, je vais pas avoir beaucoup d'Emmy Awards à la fin de l'année. Il y a adolescence en face, quoi. C'est écrasant. Après, ensuite, on peut quand même nuancer. Il y a, par exemple, les 4 épisodes ne sont pas réussis de la même façon, à mon sens. On a vraiment 2 épisodes extraordinaires, un bon épisode et un épisode un peu plus bancal. Le premier, pour moi, est un épisode, c'est d'une tension et d'une perfection dans le rythme et dans justement, la réalisation. On dirait du Sorogoyen. J'ai rarement vu ça à la télévision. Le troisième aussi, alors qui est un petit peu, pour le coup, qui est plus théâtral. Plus théâtral. Là, pour le coup, c'est plus du théâtre filmé, c'est plus évident. On sent entre guillemets plus le plan séquence, parce qu'il est là. Et c'est les acteurs qui portent énormément de choses. Il est extrêmement réussi également. Il joue beaucoup sur l'écriture et sur l'interprétation. Le quatrième, pour moi, est un très bel épisode, parce que il joue sur il se permet de jouer sur le temps long, sur les moments qui s'étendent pour faire exploser des vérités. Et c'est vraiment les moments de tension comme ça. Il est beaucoup plus contemplatif, mais en même temps, il est très fort. Et c'est effectivement c'est pour le coup sur les traces que ça laisse sur la vie de la famille du criminel. Et pour moi, le second est peut-être un peu le second le plus bancal, parce qu'il y a énormément de choses. Ils ont essayé de mettre énormément de choses en un seul épisode. Il y a le regard évidemment des enquêteurs, il y a le regard des élèves, il y a le regard des professeurs. C'est un peu toute la saison 4 de The Wire, mais en 1 heure. Et d'un coup, et du coup, j'étais un peu resté sur ma faim sur ce deuxième épisode. Et effectivement, je me faisais la remarque que on parle très peu. Alors c'est un choix, on n'a que 4 épisodes et un angle, hein, voilà. Mais on parle très peu de la victime. On parle très peu. Le quatrième épisode, il est sur la famille du criminel, mais pas sur la famille de la victime, qu'on ne connaît pas, qu'on n'approche pas. On voit juste effectivement sa meilleure amie rapidement dans l'épisode 2. Et donc c'était un peu dommage de laisser la victime aussi pas de côté. Elle est pas de côté, mais elle est en marge quand même de la série. Mais c'est une série pour moi qui est quand même très réussie, parce que on reparle je vais reparler de l'importance de l'altérité, mais il y a ça quand même c'est pour ça aussi que le true crime fonctionne bien et les histoires de crime fonctionnent bien chez nous. C'est que ce sont des histoires qui nous rappellent que ce qui est le plus proche de nous peut être aussi ce qu'on connaît le moins, et qu'il y a toujours une part d'inconnu absolu chez la personne qui est même en nous, hein, mais qui est aussi chez la personne qui nous est très proche. Et justement, le criminel, l'adolescent, ça reste un peu à une sorte c'est le monolithe noir de 2001. De 2001, voilà, c'est ça. Et il est important aussi pour ce qu'il révèle tout autour de lui, pas seulement en lui-même. Donc ça, effectivement, pour moi, c'est une grande série, parce que et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi c'est bien de dire qu'effectivement ils ont répété pendant 3 semaines, et du coup ça fait un épisode parfaitement génial.
bah, pourquoi les autres ne répètent pas pendant 3 semaines dans l'épisode? Enfin, il y a un moment où on peut se demander, voilà, c'est aussi une volonté de faire une mini-série aussi forte. Absolument. Donc pour moi, voilà, c'est effectivement un grand coup de cœur. C'est une série très forte, et mes réserves sont de pure. Enfin voilà quoi. Elle est tellement réussie que ça dépasse mon avis. Hein. Non, et puis effectivement, il y avait l'épisode 2 est un peu le plus didactique, mais parce que justement, il fallait sans doute présenter tout cet univers dans lequel les adolescents sont plongés, qu'on connaît ou pas, dans lequel ils passent la majeure partie de leur temps, c'est-à-dire l'école et les réseaux sociaux avec plein de codes. Donc c'est aussi le moment où quelque chose se noue un peu. Benjamin Campion sur adolescence. Encore. Ouais, enfin moi je partage pas cette réserve sur le didactisme. Je trouve qu'il l'ouvre, au contraire, il oxygène le récit et plutôt que de rester centré, imaginez la même mini-série mais avec les 4 épisodes centrés sur l'agresseur, ça n'aurait pas eu du tout eu le même impact. Et moi je trouve ça au contraire très original parce que ça donne une vision kaléidoscopique avec différents points de vue et des gens qui sont plutôt des potentiels agresseurs en puissance et d'autres qui sont dépassés par ce phénomène d'assistants sociaux qui voient bien qu'ils n'arrivent pas à gérer tout ça. Donc moi, pour moi, c'est plutôt un très bon choix. Et pareil pour le choix de ne pas montrer la victime. Bah, en tout cas, personnellement, je reprocherai jamais à des créateurs comme je le ferai à des étudiants, de faire des choix, de prendre des options et de les assumer jusqu'au bout. Après, montrer la victime, ça nous aurait emmené autre part, mais je pense que c'était pas l'objet ici. Vraiment, c'était de traiter le crime, l'adolescence et d'essayer de comprendre tout ce qui gravitait autour. Maintenant, la victime, elle est quand même fortement évoquée. À un moment, on voit le plan au drone là qui revient sur le père qui tient une rose et qui est sur un peu la stèle, enfin l'endroit où on rend hommage à la victime. Donc tout ça, c'est quand même, me semble-t-il, pris en compte. Mais après, voilà, un dernier mot sur cette série, c'est que moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'elle montre aussi un garçon qui est un tueur en puissance, un agresseur en puissance. C'est-à-dire qu'on le voit psychologiquement et presque physiquement, ce gamin, et l'acteur est quand même assez extraordinaire. Finalement, cette innocence qu'il a et ce regard juvénile qu'il a, on perçoit malgré tout ces accès de colère, de violence et cette menace qu'il incarne, même pour une psychologue qui est quand même plus âgée, et qui ne devrait pas se sentir en danger, sachant qu'il y a un garde qui peut intervenir, mais le fait d'être dans une pièce avec ce garçon qui fait une tête de moins qu'elle, elle se sent menacée. Et on voit bien que ce garçon, on voit ce qu'il va devenir. Ce qui est fascinant, c'est que le père, quelque part, c'est une projection du futur pour ce garçon, parce que le père, il est à la fois dans la compassion, dans la compréhension, en même temps, il a des accès aussi de violence. Et c'est vraiment cette éducation qui est fascinante, parce que les parents, on a l'impression qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour mettre le gamin dans le droit chemin, mais en même temps, cette violence, elle est quelque part au sein du cocon familial et on sent qu'elle rejaillit sur cet enfant. Donc c'est quand même assez terrifiant de se dire que cette adolescence finalement elle est difficile à cadrer, à encadrer, parce que même dans un contexte familial qui apparaît plutôt favorable avec de l'écoute et de la compassion, et la sœur d'ailleurs elle est beaucoup dans l'empathie, dans la compréhension, bah, même dans ce contexte-là en fait la violence peut émerger, et donc c'est une réflexion très très puissante sur un mal endémique qui serait une violence notamment des hommes envers les femmes. Et on sait à quel point le sujet des féminicides est extrêmement actuel et à quel point la violence et la délinquance juvénile se développent, parce que cette série elle est aussi beaucoup inspirée de crimes réels commis par des enfants, ce qui paraît absolument fou, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc voilà, je trouve que c'est une œuvre très très profonde. C'est une série de Netflix, mais en fait c'est une série britannique qui pourrait être une série de Channel 4 quoi. Et donc Netflix donne une résonance, un écho extraordinaire à cette série. On peut louer la plateforme pour ça, mais vraiment toute l'équipe technique et la production, c'est de la télé britannique à son sommet.
The Studio, série Apple de l'immense Seth Rogen qui a été élu meilleur acteur dans une série comique entre autres Emmy Awards, avec des plans séquences là aussi assez fous. On suit les tribulations d'un producteur de films idéaliste qui peine à trouver sa place dans un univers saturé d'ego. La série est très drôle, jouant sur les genres. Je pense ici à l'épisode qui s'appelle La bobine manquante, mais elle a aussi une part plus sombre ou plus nostalgique sur ce qu'est devenu Hollywood. Alors c'est aussi peut-être ce qui peut expliquer son succès aux Emmy Awards. Benjamin Faux, Hollywood aime bien se regarder le nombril, donc évidemment une série qui parle d'elle-même, ou en tout cas qui parle du métier de production et de cinéma. Alors là, ça leur plaît. Voilà, c'était une série auto-centrée et auto-récompensée. Oui, c'est un peu ça. C'est Hollywood qui parle d'Hollywood et qui se regarde le nombril de manière assez brillante parfois, souvent. Et après, il y a des films et des séries extraordinaires qui parlent de cinéma ou de fiction, hein, ça, il n'y a pas de souci. Bon, The Studio, pour moi, des 4 séries de ce soir, c'est celle que j'ai le moins appréciée. Je la considère quand même comme réussie, parce que je vois bien ce qu'ils ont essayé de faire et je ne peux pas dire qu'ils ont raté leur cible. Mais moi, elle m'a épuisé, en fait. C'est le rythme. À chaque fin d'épisode, j'étais épuisé. Le rythme, alors ça, pour le coup, c'est une réussite. Ça va 100 à l'heure. C'est très virtuose. Et là aussi, il y a un plan séquence. Il y a même, pour le coup, un de mes épisodes préférés qui était un plan séquence qui parle du tournage d'un plan séquence. Et là, quand même, c'était assez fort. Mais j'ai pas accroché du tout au personnage. Moi, j'ai un problème avec ces personnages. Les personnages, même le personnage de Seth Rogen, ce sont des personnages qui ont peu d'empathie, qui sont très égocentriques. On est censé leur pardonner ou les aimer parce qu'ils aiment le cinéma finalement. Mmh. Mais non, moi, aimer le cinéma, ça passera quand même après. Réussir à être empathique avec ses collègues ou ses amis ou ses amoureux, etc. quoi. Il y a un épisode qui est quand même très touchant. Il y a un épisode où il est confronté au mépris des amis et des connaissances de sa compagne du moment, dans un gala de milieu médical, et tout le monde lui fait bien sentir que eux ils font des choses importantes, alors que lui, bon, il s'amuse à faire du cinéma, quoi. Enfin, il joue avec des jouets, quoi. C'est un gamin qui joue avec des jouets. Et ce passage-là est quand même touchant, mais pour moi, voilà, il y a quand même trop d'égocentrisme du personnage, de l'industrie qui regarde sa façon de faire. Alors voilà, et puis ça va trop vite. Ça va trop vite. Tous les personnages sont sous cocaïne. J'en peux plus, moi, de ce studio. Désolé, c'était la fin du podcast. C'est la fin de l'année. Il fallait se lâcher. Non, mais c'est effectivement, ils sont tous très très speed et ils essaient d'occuper tous les espaces. Benjamin Campion sur The Studio. Moi, encore une fois, je suis désolé, Benjamin Faux, mais je suis vraiment en désaccord parce que c'est une série que je trouve excellente et justement cette énergie, elle est très stimulante. Moi, j'arrivais à la fin de chaque épisode, j'en voulais encore, quoi. J'avais vraiment une impression, une adrénaline, une énergie extraordinaire. Et en même temps, moi, ce qui me plaît beaucoup dans la forme de cette série, outre les prouesses techniques, type épisode plan séquence, c'est effectivement toujours assez impressionnant à regarder. Mais ce que j'aime là aussi, comme pour The Bear, je dirais, et comme pour adolescents finalement, c'est les séries que j'aime le plus, je m'en rends compte, c'est qu'en fait il y a toujours ce respect de l'intégrité de l'épisode au sein d'un grand tout, c'est-à-dire que dans ce studio chaque épisode est thématisé et c'est presque basique, hein, by the book. Là, on respecte les règles de la télévision un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire que chaque épisode raconte son histoire et on peut le voir dans les titres d'épisodes, si je les reprends, The Promotion, The Winner, ça c'est le plan séquence, The Note, The Missing Reel, la bobine manquante, The War, the Pediatric Oncologist, donc l'épisode avec les oncologistes. Donc à chaque fois c'est The de quelque chose quasiment, et The Golden Globes, et donc on thématise à chaque fois autour d'une crise
une crise qu'il va falloir résoudre à toute vitesse, comme vous l'avez dit, et le personnage de Seth Rogen, donc il s'appelle Matt Remick, effectivement, il pousse très très loin, l'acteur pousse très très loin l'égocentrisme de ce personnage qui devient, on pourrait craindre qu'il soit détestable, mais en même temps, je trouve que la série a l'intelligence de l'humaniser par moment. Je pense à cet épisode au Golden Globes où il pousse pendant tout l'épisode Zoé Kravitz à le remercier, à le citer dans ses remerciements si jamais elle est récompensée. Et c'est son acolyte qui est tout le temps salué alors que on sait pas pourquoi. En fait, et donc Matt Remick comprend pas, et il pousse. Donc là, évidemment, ça le rend détestable parce qu'on se dit mais quel pauvre type, il a besoin d'être cité. Et finalement, bon là, je spoil un petit peu, mais ça n'arrive pas alors que Zoé Kravitz veut le citer. Mais on coupe parce qu'elle prend trop de temps et donc son discours est coupé. Donc le personnage de Zoé Kravitz, qui est un petit peu détestable aussi, très égocentré, est humanisé par cet acte-là. Et après ça, Matt Remnick, finalement, est plutôt fair play, quoi. Il lui dit, mais écoute, c'est très bien, quoi. Tu as eu ta récompense. Moi, finalement, mon sort, il est pas si important que ça. Et vous voyez, ce sont des petites choses qui font qu'en fait, le personnage n'est pas complètement un type imbu de lui-même et qui ne pense qu'à sa propre gloire. Il a aussi une manière de réfléchir et il est aussi intéressé par le sort des autres et il porte un intérêt pour le cinéma, mais après c'est plutôt une critique des studios. Ça s'appelle The Studio et les humains qui travaillent, quand même, on sait bien comment ça se passe aujourd'hui, l'influence des costards cravates et de la comptabilité et du rapport à la publicité et puis des algorithmes, des plateformes, etc. On voit bien que l'art dans tout ça, qu'advient-il de l'art? Et ce qui est assez marrant, c'est que Matt Remnick, il est passionné de grand cinéma, de cinéma d'auteur. Le premier épisode, on voit Martin Scorsese en caméo, mais sauf que Martin Scorsese se retrouve impliqué dans une histoire de film sur Coolhead, donc c'est un peu le Barbie ou le film de marque, et on se dit on va faire un film sur une marque. Et ça sert de fil rouge et ça revient à la fin de la saison. Donc il y a quand même une construction très cohérente parce que la fin répond au début, mais chaque épisode, lui, a sa propre histoire, sa propre structure. Et franchement, il y a des choses extrêmement drôles, quoi. Le film de Ron Howard projection test, et là ils se disent tous oh ouais, extraordinaire, super film et tout, et puis on croit que c'est fini, et puis là Ron Howard il relance avec une demi-heure d'addendum interminable où le film devient sentimental et mielleux, ça devient de la guimauve, et là Matt Remnick il a pour tâche, parce que c'est toujours sur lui que ça tombe, de devoir aller annoncer à Ron Howard que non, en fait il va falloir couper, quoi. Et donc l'histoire des notes, l'histoire des remarques, des retours qu'il faut faire, et là le patron du studio qui doit se mouiller et qui doit s'adresser à de grands noms du cinéma, Scorsese, Ron Howard et d'autres. Et là, à chaque fois, il se retrouve pris en porte-à-faux entre son amour du cinéma, son respect de ses personnalités et le business, parce qu'il faut faire tourner la machine. Et donc le patron qui est incarné par Bryan Cranston, le Walter White de Breaking Bad, qui est aussi extraordinaire parce qu'il en joue à foison de cette inculture absolue, et là je pense que c'est très réaliste pour le coup. Alors, évidemment il pousse très loin le curseur, le personnage est complètement excentrique et taré, mais en fait je pense que c'est pas si loin de la réalité. Les pontes de studio, les grands nababs d'Hollywood de l'époque étaient des vrais férus et passionnés de cinéma, ils connaissaient ça par cœur. Maintenant je pense que les grands patrons de studios de cinéma connaissent pas grand chose pour la plupart, ce sont plutôt les grands patrons de chaînes type Casey Bloys sur HBO ou John Landgraf sur FX, qui eux sont vraiment des connaisseurs de l'art cinématographique et audiovisuel. Donc il y a eu un déplacement, et du coup c'est assez saugrenu que cette série qui s'appelle The Studio nous parle de cinéma sans cesse, de plans séquences, etc., mais par le biais de ce que j'appellerais toujours la télévision, et donc le fait de parler du plan séquence par un plan séquence, mais qui soit un plan séquence télévisuel qui fasse écho à celui du cinéma, oui, je trouve que c'est un pied de nez qui est quand même assez jouissif. Donc moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette série. Valérie Laval, alors comment es-tu rentrée? On a parlé de virtuosité, de plan séquence, de personnages plus ou moins sympathiques ou manquants d'empathie, et d'une série qui parle du cinéma. Moi, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est très près de la vérité. C'est très... D'ailleurs, la manière dont c'est tourné, avouons-le, c'est tourné comme un documentaire. Il n'y a
pas de champ contre champ. La caméra passe sans arrêt d'un personnage à l'autre, suit les personnages, notamment le fameux patron de studio, Matt. Et donc, il y a vraiment cette idée d'être avec lui, dans son cerveau, dans ses neurones, à toutes les décisions qu'il doit prendre, parce que bon, voilà, c'est quelqu'un qui doit prendre une décision à la seconde, donc il faut que ça aille vite. Sur un tournage, le temps, c'est de l'argent, donc on doit aussi aller vite. Et pour l'avoir vécu, et d'ailleurs, il y a un épisode en 10%, si vous vous rappelez de cette série, où il y a une scène qui dit exactement ce qui se passe dans deux studios. Quand on fait ces métiers, on a l'impression que c'est le métier le plus important du monde. Et le contraste avec, effectivement, sa compagne actuelle et tout cet univers médical est très saisissant. Mais il y a quelque chose d'essentiel quand on fait ce métier-là, et on ne peut pas le faire à moitié. Et je trouve que c'est très réussi par rapport à ça. Et encore une fois, là, dans cette série, il y a une adéquation forme-fond qui est parfaite, qui nous montre concrètement qu'il faut y aller. Il faut relever ses manches, il faut y aller. Il se retrouve confronté à des vrais talents du cinéma d'aujourd'hui, à devoir prendre des décisions, à devoir... parfois tout à fait mal se comporter, mais on est en empathie avec lui, on compatit, on le comprend, et je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du désordre dans l'ordre. Et il y a surtout un élément qui crée ça en plus, c'est la musique. La musique est parfois complètement dissonante, c'est une musique faite de percus, de jazz. Et il y a lui qui avance, nous qui le suivons, les autres personnages secondaires qui sont absolument géniaux, mais très proches de la réalité, je vous assure, les 3/4 du temps. Et avec cette musique qui crée ce chaos perpétuel, mais où quelque part, les choses vont trouver finalement leur chemin et se passer, et les solutions vont être trouvées. Bon, c'est filmé à la The Office, hein. Moi, j'ai beaucoup pensé au côté documentaire ou mockumentaire de The Office pour filmer le travail. Est-ce que quelqu'un aurait un mot de la fin sur cette série? Alors, Benjamin Campion. Bah ouais, c'est vrai que le mot sur la musique, moi je suis d'accord avec Valérie. Et on pense à la musique percussion, un peu de The Birdman par exemple, où moi il y a une série que je vous recommande qui est pas la plus connue, mais qui est la série adaptée du film Get Shorty sur Epix, hein, et qui a aussi cette musique percussive et qui vraiment donne un rythme, donne une énergie, ça dynamise vraiment le récit. Et c'est vrai que peut-être un mot d'ensemble, mais dans les séries qu'on a abordées aujourd'hui, il y a une sorte de, on l'a souvent évoqué, et Valérie l'a dit, l'adéquation entre fond et forme, hein, ça me paraît assez essentiel. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les séries contemporaines soignent vraiment la forme, la proposition formelle, et il me semble que c'est pas gratuit, c'est pas simplement du m'as-tu vu, du tape à l'œil, c'est aussi pour penser le fond, quoi. Qu'est-ce qu'on veut dire à travers le choix de la musique, à travers les mouvements de caméra, le montage, le découpage, le plan séquence, le plan long, fixe, mobile, etc. Donc il y a des choix qui sont faits, qui évoluent aussi au fil des saisons. Et ça, je trouve que c'est vraiment à mettre au crédit des auteurs d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il me semble qu'on est encore quand même dans ce qu'on pourrait appeler un âge d'or, un troisième âge d'or des séries, parce que ça se prolonge. Il y a quand même, je trouve que les séries sont de plus en plus sophistiquées. Parfois c'est trop, parfois on trouve que c'est boulimique, parfois ça paraît boursouflé, mais les propositions qu'on a évoquées aujourd'hui, quand même, sont des séries extrêmement bien ficelés, qui demandent beaucoup de travail et qui en même temps évoquent des sujets de fond. Bon, la déperdition des studios de cinéma, c'est quand même saugrenu que ça soit sur Apple TV+, que on aborde ça. Bon, je trouve que c'est quand même la boucle est bouclée. Les plateformes qui, via la série télévisée, se paye le cinéma qu'on a pu connaître et qu'on a aimé, c'est quand même voilà, le triangle est refermé avec cette série. J'allais alors à peu près conclure sur la même chose, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nous dire que l'âge d'or est terminé, et en même temps j'ai l'impression qu'on est dans une maîtrise et une maturité des séries qui fait qu'on va peut-être
prolonger un petit peu la période âge d'or. J'ai l'impression qu'on est quand même dedans. Merci beaucoup à tous les trois. C'était le 22e numéro d'Intersaison. Donc nous étions avec Valérie Laval, Benjamin Campion et Benjamin Faux, que je remercie encore pour leur participation. À très bientôt pour un nouveau numéro.